par exemple, hier, on a fait 38 000 $. On a carrément fait un prompt sur ChatGPT prise de décision sans aucune émotion. Et il prend des décisions à notre place, tu vois. Parce que lui, il a aucune émotion. On s'est dit non, on va faire un truc très sérieux, on va faire un branding poussé, on va vraiment créer une marque, tu vois. On avait fait un call avec un mec, on avait payé 1000 balles, je crois, les 30 minutes, tu vois. Et là, on découvre la vie en Thaïlande. Je pète un câble de la vie en Thaïlande. On va copier tout ce qui a marché avec un autre prod en mieux. Et on va répliquer une nouvelle boutique et les 3500 € qu'il nous a remboursés, on va les investir pour les pubs et tout. T'as vraiment pas de chance parce que ce mec est en vacances et qu'il va pas revenir si tôt. Et que là... Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode accompagné de Clément. Salut tout le monde, salut les gars. Salut. Et Clément. hello les gars. Et accompagné de mes deux potos aussi, Kenny et Robin. J'espère que vous allez bien. Yes, merci beaucoup pour l'invitation, Tom. Avec plaisir. Hein. Merci Tom. Et puis, je pense qu'il faudrait qu'on rentre directement dans le vif du sujet par une petite présentation de vous. Donc, allez-y et dites-en nous un peu plus. Qui êtes-vous ? Non, vas-y, je t'en prie. On est deux frères, Kenny et Robin. On connaît Tom depuis 5 ans, je pense, c'est ça hein. Ouais. On est arrivé à Chiang Mai ensemble en Thaïlande. Et voilà, on a un parcours assez atypique pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne s'est pas lancé au tout début en e-commerce. On a commencé par faire de l'immobilier et je vendais des trucs sur Instagram. J'ai eu une enfance, moi personnellement, je vais plus parler de moi, puis Robin parlera peut-être plus de lui. J'ai eu une enfance où je faisais pas mal de conneries et tout. J'ai été en foyer pendant 5 ans. Et quand je suis sorti du foyer, mon frère, donc Robin, a commencé à me montrer des vidéos sur le développement personnel, comment devenir libre financièrement, etc. C'était le temps de Olivier Seban, Léo Guyot et tout. Ouais. Donc, en 2017, un truc comme ça. Ouais, ça date de ouf. Ouais, 2017. Et je me suis dit, après avoir fait ma période au foyer où il y avait que des gens qui foutaient la merde et tout, je me suis dit, moi, je veux pas cette vie-là, je veux vraiment avoir une bête de vie et tout. Surtout qu'à l'ancienne, tu voyais les rappeurs, les trucs, des vies de fou, tu vois. Et je me suis dit, c'est obligatoire, il faut que j'arrive à me créer une vie de fou. Et du coup, on avait un grand frère, notre grand frère qui avait eu un parcours assez difficile au début et tout, qui est beaucoup plus vieux que nous, qui a 5, 6 ans, même 10 ans de plus que nous. Et il a galéré de fou et il s'est mis dans le business en ligne, dont l'immobilier. Et, business en ligne business physique, pardon. Ouais. Business physique parce que c'est un ancien. Et dont l'immobilier. Et du coup, ça m'a chauffé. Et Robin me montre un jour, au hasard, un dimanche, une vidéo d'un entrepreneur, entrepreneur entre guillemets, il était pompier, qui avait acheté un immeuble de rapport et qui se dégageait 1500 ou 2000 balles par mois de cash flow et il vivait avec ça. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ce truc de fou ? Et il était pompier. Tu vois, pour moi, les mecs qui achetaient des immeubles de rapport, c'était des mecs, ils étaient dans le 440 ou je sais pas, tu vois. Ouais. Et Robin, il me montre ça, il me dit, un pompier, il a acheté son immeuble à crédit, il a mis 0 apport, tout payé par le crédit, 100% financé. Et je lui ai dit, écoute, dans 2 mois, j'aurai un immeuble. J'ai été charbonné à l'usine, je crois que j'étais même encore au chômage quand j'ai fait ma demande de crédit, j'ai regardé sur le bon coin, bref, j'ai suivi un peu les conseils que je trouvais sur YouTube, j'avais même pas pris de formation. Et 2 mois après, j'avais mon immeuble de rapport avec 4 studios. Ok. Et ça me dégageait un SMIC par mois. Voilà. Et comment on s'est retrouvé en Thaïlande et comment on a commencé l'e-commerce, parce que si je vous raconte toute l'histoire, ça va être hyper long. Donc, j'abrège. Du coup, après, j'ai une idée folle. Je veux ouvrir un salon de massage parce que mon frère a un salon de massage thaï. Tu voulais le faire en France ? Je veux le faire en France, dans ma ville. Il me faut 304 crédits avec la banque. J'ai dit, c'est pas grave, je vais les demander. Je prends un vol du jour au lendemain. Le soir même, c'était le nouvel an. J'étais avec mon frère. Il me dit, le salon de massage, il tourne de fou. Ça amasse du cash de fou. Le lendemain, je boucle le vol. Le surlendemain, j'étais en Thaïlande avec ma meuf. Wow. Ok. À l'ancienne. Incroyable. Pour aller chercher des huiles, trouver les tenues, tout ça pour le salon de massage. En fait, j'arrive en Thaïlande, je découvre un nouveau pays. Je dis, mais on m'a caché ça là. Mais c'est un truc de fou. Je veux plus jamais retourner en France. Je vais pas ouvrir le salon de massage, je vais venir habiter là. Je retourne en France, j'annule tout. Je dis à Robin, écoute, on retourne en Thaïlande, il faut que je te montre ce que j'ai découvert là. On book un nouveau voyage.
On retourne en Thaïlande, donc moi et mon frère. Et là, c'est mais la claque. Parce que quand j'étais venu avec ma meuf, c'était bien. Mais quand je suis venu avec mon frère, Ouais, là, c'est différence. très, très bien. Et donc voilà, on découvre les filles, on découvre les paysages de fou, des entrepreneurs sur place, la culture, la sécurité. Game changer, pour nous, c'est la vie que je veux. Ouais. C'est la vie que Robin, il veut. On retourne en France, limite les larmes aux yeux. Et on se dit, OK, Robin, entre-temps, il avait investi dans l'IMO. Il était en cours. On se dit, OK, bah, on va tout lâcher. J'avais trouvé enfin mon CDI, pas mon CDI, mais j'avais trouvé enfin un taf. J'ai travaillé à l'usine chez LVMH, je gagnais très bien en plus. J'ai dit, je vais tout quitter. Puis je vais me casser en Thaïlande, puis je vais monter un business là-bas. C'est pas grave, je vais trouver une solution. Et à ce moment, tu avais déjà l'immeuble de rapport du coup qui Ouais, te j'avais portait, l'immeuble de rapport qui tournait, déjà j'avais ça. des petits business sur Instagram, je vendais des billets, des babioles, tu vois, ça me faisait aussi quelques centaines par mois. Et bah voilà, on quitte tout, Robin il quitte, du coup il lâche son CDI, moi je lâche mon taf, je mets ma voiture chez ma mère, je rends mon appartement, je prends un billet, je prends un visa et je me casse. Je rends tout, j'y avais plus rien. Je me casse en Thaïlande, Ça a pris combien de temps? un mois et demi je pense. Ah ouais. Ouais, c'est immédiat, rapide. immédiat. C'est comme quand je voulais voir le salon de massage, immédiat. Moi, c'est comme ça, je suis très impulsif. Après, c'est bon et mauvais, tu vois. Et du coup, je me casse en Thaïlande. Robin, ça a été plus long, bien entendu, parce que bah, il était en CDI, le temps qu'il fasse une rupture conventionnelle ou je sais plus comment ça s'appelle, etc. Ça a T'es été venu très. tout seul du coup? Je suis venu tout seul, ouais. Ouais. Et que c'est à ce moment-là, on s'est rencontrés au Et tout c'est à début. ce moment-là où j'ai rencontré Tom. J'étais tout seul en boîte de nuit et je croise Tom. Et du coup, je faisais pas d'e-commerce. J'en avais déjà fait en 2016, au tout début de Léo Guyot. Et je croise Tom, il me parle de ses chiffres, il me monte un dashboard, il faisait 500 balles par jour, 400 balles. C'était il y a 5 ans, les gars. Et je dis, ah ouais, ça marche encore l'e-commerce. Et moi, je lui dis, moi, je fais de l'IMO, voilà, bah. Ça me paye ma vie à Chiang Mai et tout. Je suis rentier, quoi, à 23 ans. Et Tom me dit, franchement, relance-toi dans l'e-com. C'est une dinguerie, il y a du cash à faire. Bon, bref, je vais laisser la parole à Robin si tu veux rajouter 2-3 trucs. Je pense que j'ai bien fait le tour. Mais, Ouais, je sais pas, je reprends à quel moment. bah, De au moment ton côté, où. toi, du coup. Ouais, ce que tu as fait, ton petit investissement en IMO, etc. Quoi. Vas-y, bah du coup, moi, si on revient en arrière, quand Kenny, je sais pas, tu parlais de ton foyer et tout, moi j'étais chez ma mère, j'avais toujours eu un but, c'était d'aller à l'armée. Je kiffais l'armée en Ah fait. ouais. Je sais pas pourquoi, mais je regardais plein de vidéos sur l'armée. Du coup, j'avais été au CIRFA, je sais plus comment on appelle ça, bref, au truc de Ouais. l'armée de ma ville. Et je leur ai dit, et par contre à l'école, je foutais rien, enfin un peu feignant en fait, tout simplement. Du coup, j'ai réussi à m'en sortir avec des moyennes, mais au bout d'un moment, je faisais plus rien. Et donc, je vais à l'armée, je leur dis, voilà, comment je fais pour pouvoir commencer. J'avais, je crois, 16 ans, hein. Donc j'étais trop jeune. Ils me disent, bah écoutez, déjà, vous devez avoir au moins un diplôme, minimum CAP, et aussi, vous devez attendre d'être majeur ou peut-être 17 ans ou 18 ans, je sais plus exactement. Donc je dis, ok, bah écoutez, je vais là, l'école, j'avais stop et tout, ça m'avait saoulé. Du coup, je me suis dit, bah écoute, je prends un CAP au hasard, juste pour l'armée. Du coup, je vais dans tous les trucs, mais des trucs au hasard, hein. Boucher, fleuriste, boulanger, tac, je veux juste un CAP, moi. Et c'est tombé sur Et je fais ça pendant 2 ans, je m'en fous. À la fin, je vais être à l'armée. Et moi, ça me faisait kiffer l'armée. Du coup, c'est déter quand tu as un objectif. Et au final, c'est une boucherie qui m'a accepté. Je dis, allez, let's go. Je fais ma boucherie pendant 2 semaines. Je déteste ça, hein, une horreur. Déjà, un exemple, on est en Thaïlande, il fait bon et tout. Je déteste le froid. En boucherie, t'es dans le froid Ouais, toute l'année. climatisé. à fond. Détestais ça. l'odeur. Mais et tout, j'avais c'est- mon goal armé. Donc je fais mon CAP, tout va bien, je l'ai. Je suis content. Le mec, il veut me garder et tout parce que je suis sérieux, mais moi je lui dis non, non, non. J'avais un but bien précis. C'est bon, moi je me taille à l'armée. Je vais à l'armée. Je passe les tests de sélection et tout se passe très bien. Le mec de l'armée, mon conseiller, t'as toujours un conseiller, il me dit qu'en gros je suis très bien physiquement, etc. Et que je pourrais aller dans un régiment de parachutistes, etc. Du coup, je lui dis let's go. Je vais dans un régiment de parachutistes. Je prends le train de chez nous, donc à côté de Paris, à 40 minutes, jusqu'à à côté de Perpignan. Je sais plus c'est quoi le nom. En gros, sud-ouest. J'arrive là-bas, je découvre un monde. Donc il est très tôt, je crois 4 heures du matin. Les mecs, ils te parlent comme une merde, tu vois. C'est normal, c'est l'armée, ils veulent te mettre dans le truc.
on va à l'arrière d'un camion militaire, on est plein de jeunes, et on se regarde tous, tu vois, et on sait pas où on va, ça tu sais, c'est des camions armés, tu vois. Et t'arrives dans un régiment, et là ça commence, et les instructeurs et tout, ils te parlent, faites ça comme ça, votre vie civile c'est fini, tu vois. Oubliez votre vie civile, maintenant vous êtes un militaire, vous là, tu sais, tu vas au coiffeur du régiment, cheveux. Premier jour, ça m'avait choqué. Genre, pourtant, j'ai toujours été bon en sport. Dès le premier jour, au régiment, tu dois aller chercher tout ton matos et le ramener jusqu'à ta chambre. Et en fait, on y va tous ensemble. Et en fait, je crois, il y a 3 sacs, mais c'est des sacs comme ça, tu vois, et remplis à mort, tu vois. Et tu dois te débrouiller pour le faire traverser tout le régiment jusqu'à ta chambre tout seul et personne t'aide. Et c'est ultra lourd. Du coup, déjà dès le début, en fait, tu comprends, ça va être la guerre. Et donc voilà, je fais ça. Et en fait, au bout d'un moment, ils me font comprendre qu'il faut que j'oublie ce côté civil où tu fais ce que tu veux. Là, tu es un militaire, tu as un numéro, tu obéis à tes supérieurs, tu fais ce qu'on te dit, etc. Et là, je me suis dit, wow, en fait, c'est ça que je kiffe ou pas? Je pense qu'en fait, moi, du coup, je suis parti parce que j'ai pété un câble, ça m'a saoulé en fait. Déjà, tu vis avec beaucoup de monde. Dans une chambre, on était, je sais plus combien. Toute la journée, on te parle dessus comme si tu es un robot, faut que tu obéisses. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout ça. Peut-être que si j'aurais persévéré, j'aurais tenu. Du coup, moi, je décide de partir. Et en fait, tu pars pas facilement. Il faut faire signer un papier par plusieurs supérieurs du régiment. Et en fait, il faut aller les voir quand ils sont disponibles. Et donc, ça a pris plus d'une semaine pour réussir à partir. Et une petite anecdote. C'est quoi? Ah oui, la petite anecdote de fou. Non, mais là, c'est une dinguerie. C'est du coup, pour partir, en fait, c'est pas facile. Déjà, en plus, ils veulent savoir pourquoi tu veux partir. Ils essaient de te faire rester. Et du coup, comme je vous ai dit, vous devez faire signer le papier par chaque, je sais pas, supérieur du régiment. Et je fais ma queue. On est plusieurs à vouloir partir dès le début. Tu vois, généralement au début, il y en a pas mal qui partent. Je fais la queue dans un bâtiment pour attendre la signature d'un supérieur. Et là, je laisse tomber ma feuille sans le vouloir, comme ça, tu vois. La feuille, elle fait un looping comme ça. Elle passe sous une porte fermée. Non, mais vrai de vrai. Hein. C'est une porte, il y a ça d'espace. Elle passe sous une porte fermée. Bureau. Et là, le mec, l'instructeur, enfin le mec qui est avec nous, il rigole, il dit bah t'as vraiment pas de chance parce que ce mec est en vacances et qu'il va pas revenir de sitôt et que là bah du coup c'est mort quoi, tu dois attendre. Ah ouais. Mais moi faut savoir dans ces conditions à cette heure-là, j'en pouvais déjà plus, j'étais là, mais pour moi c'était en prison, tu vois. Genre je me sentais pas bien. Et là on me dit ça, je dis là, tu sais la sensation chaud-froid. Je dis non mais je vais faire comment là, tu vois, dingue. Du coup, je leur parle à tous, je deviens stressé. Je leur dis comment on fait Et du coup, je dors en attendant. Donc, je suis séparé du groupe et je dors dans un endroit où il y a ceux qui ont des problèmes physiques, ceux qui veulent se barrer, etc. Et en fait, ils me trouvent une solution, c'est que je dois recommencer tout de A à Z, la feuille. Donc, je dois retourner voir tout le monde dans le régiment. Et par moi-même, je me débrouille, je dois aller voir tout le monde. Dinguerie monopiale, au final, j'arrive à me barrer. Et là, j'ai genre un wake-up dans le train du retour. Donc, je sors du régiment avec mon sac. Et là, je dois me débrouiller, tu vois. Je suis dans le sud-ouest et je dois remonter chez moi. Je vais à la gare. Et là, dans le train, je me dis, mais waouh. En fait, quand on est civil, on se rend pas compte de la liberté qu'on a, quoi. Genre là, j'étais dans le train, je me suis dit, mais si je veux, je vais partout dans le monde. Je fais ce que je veux de ma vie. Et en fait, quand tu n'es pas dans des conditions comme ça, bah, tu t'en rends pas compte. Et c'est une autre dinguerie. Et là, j'ai eu un sentiment mais incroyable. Et après ça, je rentre chez ma mère et je regardais des vidéos de mecs qui avaient réussi à l'étranger. Et genre, ça m'inspirait trop. Je pétais un câble. Et du coup, je commence à regarder des vidéos dans ce domaine. Et là, on en arrive où j'envoie les vidéos à Kenny. Voilà. Okay. Et donc, Kenny, lui, très impulsif, il a acheté son immobilier immédiatement. Moi, je me suis formé avec Olivier Seban. J'ai fait la formation, j'ai été au séminaire de Olivier Seban à Paris, etc. Ensuite, j'ai investi dans un bien immobilier à Dreux. J'ai réussi à faire une belle opération. Enfin,
pour une première opération, c'était sympa, je trouve. Je sais pas, j'avais 20 ans, je crois. Ouais, un achat-revente. Donc ouais, pendant cette période-là aussi, du coup, je faisais de l'intérim, mais j'avais réussi à trouver un CDI à l'usine. J'étais en 3-8. Pareil pour investir en IMO, Focus IMO. Donc pour investir en IMO, il faut quand même des garanties, il fallait un CDI. Donc move long terme, j'accepte le CDI, je déteste l'usine. Mais j'accepte le CDI en 3-8. Je bosse comme un malade, Kenny bosse comme un malade. On bosse en 3-8 toute la semaine. Le week-end, on bosse dans un truc d'hôtellerie pour bosser encore, pour avoir encore plus de cash parce qu'on vision long terme. Donc on bosse 24-24. Il investit dans son truc. Moi, j'ai réussi à investir sans apport aussi dans mon bien immobilier. Je l'ai acheté, je crois, 40. Je l'ai négocié à 40K en plein centre-ville et je l'ai revendu. C'était un appart? Ouais, c'était un appart. On a tout pété avec mon pote. On a tout refait, mais de A à Z. En fait, fallait avoir l'œil. Et je l'ai revendu 90 000. 2 ans après, je crois. Ah oui. Ouais, parce qu'on avait fait un move de fou. On avait tout refait bien clean. Et du coup. Là, du coup, dans cette période-là, effectivement, avec Kenny, on part en Thaïlande en vacances, on pète un câble comme Kenny a dit. La folie. Moi, j'étais encore, du coup, Kenny à l'usine, moi en 3-8, et j'avais en cours mon bien immobilier. Et là, on découvre la vie en Thaïlande. Je pète un câble de la vie en Thaïlande. Ça l'a tout le monde. Tu vois, je me dis, mais non, je peux pas en fait rester en France parce qu'en fait, ça me saoulait aussi mon objectif immobilier, me saoulait d'aller visiter des biens de partout, mais peut-être qu'il y en a qui kiffent, moi ça me saoulait d'aller visiter des biens et de réinvestir, ça me saoulait. Donc en fait, la Thaïlande, elle nous a wake up. Je suis revenu de Thaïlande avec Kenny et du coup, on a pris cette décision, comme il a dit. Kenny, lui, ça a été très rapide parce qu'il n'était pas en CDI, il était en intérim, donc ça a pu se faire très rapidement. Moi, il fallait que je trouve un accord avec mon patron, tu vois, pour que ça se fasse à l'amiable. J'ai bien parlé, puis ça s'est fait. Je suis parti plusieurs mois plus tard. Et puis la vie en Thaïlande a commencé. Ouais. Et, Puis on a commencé l'e-commerce parce que voilà. Qu'est-ce qui vous a fait du coup recommencer cet e-commerce? Parce que je me rappelle quand on s'était rencontrés, ensemble, on s'était juste vite fait parler comme ça, mais on n'était pas potes, tu vois. Non, pas de ouf, ouais. On se voyait de temps en temps, on se disait juste bonjour. Par hasard que... Alors en fait, du coup, on souhaitait gagner plus d'argent automatiquement. Ouais. Tu vois, on avait l'immobilier, on était déjà rentier, ça va, on vivait. Ouais. Mais on s'est dit, faut qu'on fasse plus d'argent si on veut vraiment aller à Bangkok. Ouais, mais explique aussi que on est arrivé en Thaïlande, fallait qu'on trouve un moyen de gagner plus, un moyen de gagner notre vie pour rester en Thaïlande. Sur le long terme. Et que nous, notre objectif de base, on n'avait aucune idée d'e-com et tout, mais on avait juste l'idée d'aller en Thaïlande. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'était mis comme objectif de devenir coach sportif. J'ai oublié cette phase. C'est pour ça que je te dis. Donc oui, on était coach sportif, du coup. On arrive, faut qu'on commence un business, un moyen de générer de l'argent. Ouais. Nous, on est bon dans le fitness et tout. On a toujours été à la salle avec Kenny depuis des années. Et du coup, on arrive, on se dit, vas-y, on va lancer un... D'ailleurs, c'est même Kenny qui a poussé le truc. On lance un Instagram. On est en France, on lance un Instagram en France avant de repartir en Thaïlande. Il dit, let's go. On fait un Insta, c'était tout French Body. Dans l'idée du coup de coach en muscu en Thaïlande. Et du coup, on a fait ça. Ça a été un flop. Ça a été un flop parce qu'en vrai, on profitait bien de la Thaïlande, mais peut-être qu'on n'allait pas vers les gens pour décrocher des coachings. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'avais beaucoup de contacts du coup dans l'e-com, sur Facebook, etc. Parce que j'ai toujours été un peu dans le business, tu vois. Et il y a un mec de Marseille qui vendait une boutique de drop, tu vois. Et j'avais vu Tom, je crois, un mois avant, tu vois, il me montrait ses chiffres. Et nous, on avait un peu de cash de côté, pas énorme, mais on avait un petit peu de cash. Et du coup, je lui ai dit, vas-y, je te rachète ta boutique, elle était rentable. On avait fait des calls, il m'a montré les stats, tout le business, quoi. À savoir que à ce moment-là, moi, je n'ai aucune connaissance de l'e-commerce, je ne sais même pas ce que c'est. Du tout, ouais. On achète ça, il n'y a que Kenny qui a fait un peu d'e-commerce il y a quelques années auparavant. Moi, je connais rien du tout, mais je dis à Kenny, let's go, de toute façon, pas le choix, tu vois. Ouais, du coup, on achète ça, sa boutique, 3500 balles, un truc comme ça. Je sais plus combien elle avait fait le premier mois, bref. C'était rentable, ça faisait 100 balles par jour net, un truc comme ça. Du coup, encore rentier, tu vois, on rachète un truc, on bosse pas, tu vois. Et c'est surtout, il faut se mettre à notre place. Genre, à cette époque, une boutique qui génère 100 nets par jour. Ah oui, c'est la folie, mec. Genre, on c'est se dit, incroyable. mais attends, 100 nets par jour. Genre, tu fais ça pendant 30 jours et tout, mais frère, et je gagne plus que si je travaillais en France. Ouais, je pète un cap. Tu vois.
Et du coup, bon, on l'achète, waouh, l'argent il tombe, on est en boîte et tout, waouh, putain, mais c'est fou et tout. Non, mais genre vraiment une nouvelle encore liberté. Ouais. Non mais attends, une petite anecdote. Du coup, quelques jours après l'achat de cette boutique, on était en boîte de nuit à Chiang Mai et on était avec 2 copines. Et nous, c'est du C1, c'est du chiffre d'affaires. On voit la boutique, elle fait plus de 500 € de chiffre d'affaires. Et je vous promets, moi j'ai sauté de partout. Comme si j'avais pété le million. Hein. J'ai checké, j'ai dit putain, on va être libre financièrement. Parce que le mot libre financièrement, je l'entends depuis des années de par Anthony Nevo, Olivier Seban. Du coup, vous savez, la liberté financière. C'est le premier objectif que tout le monde se fixe. C'est l'objectif que tu veux absolument. Et du coup, là, quand je vois, on fait 500 € par jour avec une boutique. C'est ridicule pour nous aujourd'hui ou peut-être pour vous aussi. Mais vraiment, quand tu commences, je me dis, on a débloqué un nouveau level dans le game. Tu vois, il y avait l'IMO, il y avait des trucs. Là, on a débloqué un nouveau level. On a réussi à acheter une boutique et elle est rentable et tout. Bref, ça, c'était un coup de chance quand même, la boutique rentable que tu achètes sans rien. Ouais, mais après, on avait fait plein de calls. Vous avez bossé dessus et tout. Ok. Non, même pas. Mais le mec, j'avais bien parlé avec lui. Mais bref. Elle a tenu longtemps ? Attends. Et en fait, le mec, il a envoyé que de la caillasse. On s'est mangé des litiges de malades. Ça a été une catastrophe. Je rappelle le mec. Je l'harcèle. Je lui dis, j'ai ton adresse. Je le menace et tout. Franchement, je l'harcèle. Il me rembourse. Et je me suis dit, tu sais quoi ? Tu sais ce qu'on va faire, Robin ? On va copier tout ce qui a marché avec un autre prod en mieux. Et on va répliquer une nouvelle boutique. Et les 3500 € qu'il nous a remboursés, on va les investir pour les pubs et tout. C'est ce qu'on a fait. Le Covid est arrivé. On a lancé une sans boutique. Formation. Sans formation. On a lancé une boutique sur le fitness et on a fait 500 ou 600 K les premiers mois. Ouais. Moi, ce que je me rappelle, ce que j'ai trouvé vraiment choquant, c'est qu'à ce moment-là, on ne se parlait pas vraiment, tu vois. Et je me rappelle un jour, vous étiez à Bangkok. Moi, je devais rentrer en France. C'était pendant l'époque Covid. Je me rappelle. Et je sais plus le pourquoi du comment. On avait mangé ensemble. On avait bu un coup et tout. Il y avait même un pote à moi qui était là. Et là, je passe de Robin et Kenny à Chiang Mai, tu vois, entre guillemets, à je vous capte à Bangkok, vous avez pris un level comme as, vous avez un shop qui tourne en mode vraiment marque, tu vois, parce qu'en vrai, vous avez créé une vraie marque, vous essayez d'être carré de fou. Et je me suis dit, ah ouais, ok. Sans compter que moi, je connaissais personne à Bangkok et que vous y avez commencé à avoir une belle vie, entre guillemets, à Bangkok, habiter dans des buildings, des trucs comme ça, tu vois. Et que nous, quand on était à Chiang Mai avant, moi, je rêvais de ça en mode waouh. On était dans des chambres à 160 balles, nous aussi. Et ouais, c'est complètement fou. Tu sais que j'ai repensé à ça parce que du coup, je savais qu'on avait le podcast avec toi, Tom, et tout. Et du coup, je me disais, je me suis remémoré de notre parcours avec Kenny. En fait, je pense que on avait de la chance aussi. Bon, il y a eu le Covid qui a boosté, mais je pense qu'il n'y a pas que ça. Je pense que c'est aussi surtout que nous, on a toujours pris l'e-commerce comme un business sérieux, tu vois. On n'a pas pris ça à la rigolade. Dès le début, vraiment, dès notre première boutique, on a pris ça très au sérieux. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a redonné la boutique du mec de Marseille, parce qu'elle continue à chiffrer, hein. Sauf qu'il envoyait que de la caille et tout. Nous, il n'y avait pas de satisfaction client et tout. Nous, on n'était pas bien. On s'est dit non, on va faire un truc très sérieux, on va faire un branding poussé, on va vraiment créer une marque, tu vois. Et ça a été ça dès le début. Après, ça nous a joué des tours sur le long terme parce que le Covid, pour en finir avec cette boutique fitness qu'on a pu, le Covid est terminé entre guillemets, les salles de sport rouvrent. Nous, on avait réinvesti tout le cash, shooting photo, produits brandés, sacs, influenceurs, tout. Les salles de sport rouvrent, les chiffres, ils se divisent par 4. Ouais. Ah ouais, parce que c'était des produits fitness à la maison. Effectivement, en fait, je pense qu'il y a une erreur que nous, on a fait au début et que peut-être des gens font, mais je pense pas, je pense que c'est plutôt l'inverse, mais nous, en gros, l'erreur, ça a été que, on a été trop sérieux au début avec notre boutique et on ne pensait pas plutôt à faire le plus de cash possible pour ensuite pouvoir investir. Et en fait, on pensait surtout à toujours améliorer la boutique, la faire grossir, mais on ne pensait pas à nous, nos cash perso, tu vois. Donc en fait, ça nous a permis. À bout d'un moment, on n'avait plus de cash, tu vois, pour nous. Comme dirait Kevin Trudeau, il faut prendre les choses à cœur, mais pas tant que ça. Et toujours préparer les jours de pluie parce que, tu vois, on les a pas préparés ces jours de pluie. Alors ça, c'est le plus gros tips qu'on peut donner dans l'e-com. C'était votre plus grosse claque e-com. Préparer les jours de pluie. Parce qu'il y aura toujours des jours de pluie. Ouais, puis c'était la première boutique, tu fais tout clean. Du coup,
et puis t'as pas l'expérience, tu t'attends pas que ça s'arrête du jour au lendemain. Les émotions aussi au début qui sont ouais. difficiles à gérer. Ah bah ouais, oui, 100%. t'es attaché à ton produit, mec. C'est ta première boutique. Je pense qu'il y a plein de gens qui regardent ta chaîne. C'est leur première boutique, leur premier produit. Ils ont fait quelques centaines d'euros ou quelques milliers d'euros. Ils se disent, ben non, c'est mon produit, tu vois, c'est mon prod. T'as pas envie de le lâcher. Yes. Alors qu'en fait, non. Ça, c'est qu'un produit. Ça fait partie du business. Si tu dois le cut, si tu dois changer, il faut vraiment que tu bosses sans émotion. C'est pour ça que regarde, par exemple, ce qu'on fait maintenant. On a carrément fait un prompt sur ChatGPT. Prise de décision sans aucune émotion. Et il prend des décisions à notre place, tu vois. Parce que lui, il a aucune émotion. La meilleure décision possible. Et franchement, c'est game changer. Bah, lui, il va te dire, ok, nous, en gros, le but, c'est que tu lui donnes le plus d'informations sur la situation. Lui, au niveau de la situation, il va tout résumer. Il va dire, ok, bah, c'est simple, hein, de toute façon. C'est ça le meilleur choix, en fait. Que toi, tu vas choisir avec tes émotions. Avec ton cœur, avec ton cerveau, avec est-ce que tu t'es attaché à la chose ou non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et du coup, ça, c'est un hack de fou qu'on a mis en place. On a eu un ricain qui disait ça, mais c'est tellement vrai. ChatGPT, il n'a aucune émotion. Ok. Et moi, j'ai une question du coup pour vous trois. Parce que vous êtes stock, vous allez tous à la salle depuis que vous êtes jeunes. Ouais. Moi, voilà. Il n'y a rien du tout. Je t'ai vu à la salle plusieurs fois. Non, j'essaie de m'y mettre, mais ça reste quand même un peu compliqué. Ouais. Mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Ouais. Mais du coup, vu que vous avez commencé ça jeune, est-ce que vous pensez que ça vous a aidé aussi dans le business, vu que la salle, c'est quand même une rigueur, une discipline? Complètement. Ah oui, sûr, à 100%. Parce que moi, je me rappelle, quand je vous voyais, vous, même Clément et tout, vous êtes en mode dans le business sérieux. C'est droit, but, objectif. Moi, c'était YOLO. Tu vois, d'ailleurs, je vais le dire en direct. Excuse-moi, Tom, je l'ai pas engelé dans la bouche. Je vais le dire en direct. Là, je vais me remettre vénère à la gym. Et je l'ai dit à Robin hier. Pourtant, je reste assez propre et tout. Mais tu vois, là, on s'est fait une période de rush de fou et tout. Et je me suis rappelé que c'est la gym qui m'a toujours permis de ne pas abandonner le business. Parce que à la gym, j'abandonnais jamais pour garder mon physique, chercher pour les meufs, pour tout, pour la confiance en moi. Et j'ai jamais abandonné. Et quand, dans le business, je voulais abandonner, j'ai dit, putain, mais rappelle-toi, ça fait 5 ans que tu vas à la gym, tu n'as jamais abandonné, tu n'as jamais loupé. Abandonne pas dans le business. Et là, hier, j'ai dit à Robin, je vais me remettre vénère, je vais me recréer un body de fou parce que j'avais vu grave délaissé, tu vois, la gym. J'y allais toutes les semaines. Parce qu'au bout de 10 ans, tu vois, c'est comme si tu vas pisser, bah, c'est pareil. Tu vois. Je vais à la gym, mais je me donne pas, tu vois. Et là, je me suis dit, regarde, je vais me remettre à fond et ça va même booster nos résultats, tu vois. C'est sûr. C'est exactement pareil pour moi, je te rejoins là-dessus. Genre, déjà, pareil, comme tu dis, la gym, c'est au bout de 10 ans, t'y vas, mais... t'y vas, mais c'est une habitude, tu vois. Et là, c'est pareil, depuis quelques mois, je suis en mode, il faut que je retrouve le truc du début et tu fais pas la rep en plus, tu pousses pas en plus. Vouloir soulever toujours plus lourd, j'avais tout le temps ça au début, tu vois. Tu l'as plus au bout d'un... Et ça, j'ai envie de le retrouver. Et ça m'a aidé beaucoup à la visualisation aussi pour le business, tu vois. Genre, au départ, j'étais tout skinny, et en 1 an et demi, tu vois, j'avais vraiment un objectif, j'ai jamais lâché, j'y allais tous les jours. Et j'ai vu que ça a marché. La photo du corps que tu veux avoir et ça a marché, tu vois. Et pour le business, ça m'a fait aussi y croire, tu vois. Genre que tout est possible en fait. Juste tu le visualises, tu y crois. De fou. Et tu répètes tous les jours en fait. Genre, complètement. C'est pas si compliqué en fait. C'est juste une répétition tous les jours. Un objectif clair et défini. Tu mets une photo dans ton ordi n'importe où. Un process à suivre. Tu peux tout trouver sur Internet, que ce soit pour le business ou pour le physiquement, et tu répètes, la répétition et jamais abandonner. Après, il faut faire les bonnes actions. Sinon, bien sûr. Mais si tu travailles tes triceps alors que tu veux muscler tes jambes, c'est sûr que c'est pareil pour le business. Hein. À 100%. Je vous rejoins aussi. Du coup, Tom, c'est parti. Hein. Ouais, faut que je me mette à fond là. Mais prise de masse. En fait, j'ai l'impression que parce que j'avais essayé de faire une prise de masse, j'avais très vite fait réussir et après j'ai abandonné. Enfin, j'ai arrêté tout simplement. Ouais. Mais j'ai l'impression que combler le business plus être en prise de masse, c'est compliqué. Même on en avait déjà parlé, Robin, ensemble. Prise de masse, c'est tu bouffes, tu t'exploses comme jamais. T'es KO KO la moitié de la journée. Après, c'est possible. Mais est-ce que ça serait pas à tenir sur la durée Est-ce que ça serait pas que tu te fixes un objectif trop gros, tu vois? Et du coup,
entre guillemets inatteignable pour toi maintenant, et du coup tu désespères et t'abandonnes, tu vois. Alors que si tu te dis vas-y je veux un corps, parce que si tu te fixes le corps de Robin, tu vois, par exemple, en objectif, mec, tu vois, tu vas galérer pour l'avoir. Alors que si tu fixes en middle, tu vois, un truc entre les deux, ça va être beaucoup plus simple, tu vas avoir des résultats petits, et voilà. Ouais. Et même c'est le début en vrai, pendant 3 mois tu te détruis, tu vas souffrir. Après en vrai t'as une habitude qui vient, genre même pour manger, au début tu te forces, mais après... Ouais, complètement, ouais. Ouais, aussi, tu peux manger. Je pense que c'est plus simple de prendre du poids et de devenir balèze qu'un gros, très gros, tu vois. Ouais, vraiment, mec, il est pas bien dans son corps. Hein. Ouais. Franchement, je pense que Tom est beaucoup mieux dans son corps que quelqu'un, tu vois. Non, mais par contre, je sais pas si c'est vraiment plus simple de perdre que de gagner. Tu vois. Je sais pas, mais mentalement, je parle mentalement. Tu sais, j'ai eu un... C'est trop... C'est fou, genre, tu sais, quand on habitait ensemble, avant de... justement, on avait... j'avais rendu mon appart, on vivait ensemble pour se préparer à partir en Thaïlande. Ouais. À cette période-là, et toi, tu étais en Thaïlande, j'ai débloqué un truc sur mon body. Non, mais tu sais, comment j'étais ultra sec. Robin, de base, était comme Tom. Hein. Ouais, mais je veux dire, à cette période-là, j'étais musclé, mais très sec, zéro gras. Et du coup, j'étais pas en mode massif, j'étais juste super tracé, super musclé au niveau. Voilà. Et j'ai débloqué un truc, c'est que, comme toi, je voulais être plus massif parce que, en fait, même si t'es musclé mais que t'es sec, bah, tu vas paraître quand même fin, tu vois. Et donc, ça me saoulait. Et ce que j'ai fait comme je t'avais dit, je crois, j'ai commencé à manger des quantités beaucoup plus élevées. Super clean, hein, par exemple, la bouffe super clean. Je mangeais comme un malade et aussi j'avais un coach à la salle, enfin un coach, je l'ai pas payé, hein, c'est le mec qui me voyait tous les jours et en fait il a voulu m'aider. Et en fait il m'a motivé à faire des trucs que je faisais pas avant, comme on me disait, tu vois, juste avant, de pas faire la rep en plus. En fait lui il m'a dit, mais mec, je vois que tu peux faire 100 fois plus, pourquoi tu prends pas plus lourd, pourquoi tu fais pas une rep en plus? Et en fait j'avais pas le choix parce que je voulais pas paraître pour un PD, du coup je le faisais quand il était là et du coup je prenais plus lourd. Et en même temps, je faisais des reps de malade. Il me disait, ok, maintenant tu vas faire 10 reps force de fou. Tu prends le plus lourd possible. Même si tu crois que tu peux pas le faire, tu peux le faire. Tu peux prendre plus lourd. Je prends le plus lourd possible, 10 reps. Et ensuite, il m'a dit, tu vas renchaîner immédiatement 2 fois moins lourd. Tu vas refaire 10 reps. Et là, ça va te carboniser. J'ai fait ça. Donc des séances à plus pouvoir en marcher, mais réel. Hein, je me rappelle. Et c'est lui, il m'a débloqué des trucs, tu vois. Parce qu'on se bouge pas le cul quand on est tout seul. C'est là l'importance d'avoir un coach. Et ensuite, derrière, je mangeais comme un malade. Bah mec, j'ai jamais réussi à prendre de poids plus de 85 kilos. Je pense que j'étais à 83 kilos. J'arrivais jamais à aller plus que ça. Avec lui, je suis monté à 93 kilos. J'étais devenu une machine de guerre. Tout le monde à la salle me demandait comment je faisais. J'étais devenu la machine de la salle. Ouais. Pourquoi ? Déblocage de limites mentales, en fait. Et ça, c'est d'où l'intérêt, en fait, même dans le business, dans le sport, d'avoir un coach, mec, qui te débloque des trucs mentaux. Parce que s'il n'aurait pas été là, moi, j'aurais continué mes séances. J'aurais pas poussé le truc. Et en fait, après ça... Et bah mon body, je sais pas pourquoi, une fois que j'ai passé ces 93 kilos, ça a été j'ai jamais rechuté très bas en fait. Ça a toujours été super facile de garder 85 kilos et plus. En fait, comme si mon body il avait débloqué un truc, tu vois. Ok. Et du coup, je voudrais qu'on reparle un peu d'e-commerce, de ce que vous faites actuellement aujourd'hui, parce qu'on n'a pas encore parlé. Vous avez une marque, du coup, sur le marché US, si je dis pas de conneries. Et en termes de chiffres, faire cliquer l'audience pour faire une bonne intro. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les chiffres que vous faites ? Ouais, par exemple, hier, on a fait $38 000 sur la journée. Ouais. Ok. Et est-ce que du coup, il y a littéralement 4-5 ans en arrière, vous aurez pensé que aujourd'hui, vous ferez des $38 000 day en e-com 4-5 ans. Ouais. J'aurais jamais pensé ça. Genre, et c'est quoi du coup pour vous la... Parce que faut bien préciser, c'est pas juste hier. C'est stable, quoi. Enfin, mais du coup, c'est quoi qui fait en sorte que vous avez réussi à passer ce palier parce qu'avant, vous étiez sur le marché français, de partir de la France, d'aller s'implémenter aux US. Alors déjà, je vais être très clair. Déjà, on a pris un coaching avec un monstre de l'e-commerce. C'est un que je le cite.
Mais ce coaching, on l'a pris que là très récemment, tu vois. Ah non, je parle même pas de ce coaching-là. Je parle du call qu'on avait fait il y a. Oui. Ouais. Il y a un an. Ouais, il y a un an. On avait fait un call avec un mec qu'on avait payé 1000 balles, je crois, les 30 minutes, tu vois. Personne ne veut faire ça parce qu'ils se disent ils vont scam et tout. Mec, déblocage. Mais déblocage. Ils nous montrent les chiffres et tout. Voilà, ils nous donnent des tips. Mais hyper con, tu vois, les tips. Mais pour nous, tu vois, on s'est dit, mais c'est tellement con qu'on va pas le faire, tu vois. Et en fait, on a tout mis en place. On a mis 1 an sur le marché US à galérer. Pendant 1 an, franchement, on a eu des résultats pas ouf, tu vois. Oui, mais tu sais pourquoi ? C'est simple comme bonjour. En fait, pendant cette année, on n'avait pas mis en place les tips. C'est vrai, on n'avait pas mis en place les tips parce que c'était tellement con, on s'est dit, vas-y, il nous a dit ça pour faire son call, c'est du baratin. Janvier, décembre de l'année dernière, on a dit, bon, vas-y, là, on se remet sérieux. On va tout appliquer de A à Z. Pourtant, on avait déjà fait des très beaux chiffres en e-com, tu vois. Mais notre but, c'était de péter les paliers, tu vois. Et parce qu'aussi, en fait, en France, on stagnait. Et, cette boutique, on l'a gérée pour quelqu'un, tu vois. En France, et on la gère toujours avec quelqu'un. Et on n'est pas pleinement impliqué parce que c'est pas 100% notre boutique, c'est pas notre truc, en fait. Et on voit pas d'avenir. Nous, on veut faire notre propre truc, un truc long terme et un truc pour nous où on peut pousser le plus long possible. Avec la boutique en France, c'est pas à nous. On voit pas d'avenir et tout. Donc, en fait, on stagnait. Et personnellement, on se sentait pas accompli, tu vois, au niveau e-com. Du coup, on a pris la décision, OK, on va lancer notre propre truc aux US. Un truc énorme. Et du coup, on a appliqué tous les conseils de ce fameux coach. Et on a choisi un produit qu'on n'a pas lâché. Et ça a marché. Donc les 38 000 $ par jour, c'est avec un seul produit. Un seul produit. Un seul produit. C'est-à-dire que on s'est lancé en janvier. On a mis un process en place. On savait quel type de produit on voulait lancer. On savait ce qu'il fallait faire de A à Z, de par l'expérience, de par tout ça. On a suivi le process. On a fait une sélection de produits assez poussée. Deux semaines. En fait, au début, voilà, pour la vérité, on a lancé plein de produits au tout début, dès qu'on s'est dit on va lancer aux US. On s'est dit, OK, je vois des mecs qui font du fric en mass testing. Tu vois. Du coup, let's go. Nous, on fait jamais de mass testing. Tu vois. Du coup, on s'est dit peut-être faut changer nos habitudes et on se lançait dans le mass testing. Du coup, je vais chercher plein de produits, je les teste et tout. On va rapide, on va vite. Il se passe rien du tout, zéro résultat. Des résultats, on fait des ventes et tout. Oui, non, mais pour moi, c'est zéro, tu vois. Mais oui, on fait des ventes et tout. On fait même des 1000 balles de CA, tu vois. Mais oui, c'est pas... Et du coup, on arrête tout et je dis à Kenny, de toute façon, nous, ça ne nous représente pas. On a toujours fait des trucs solides, sérieux dès le début. Viens, on fait un truc, vraiment, on le prend très au sérieux et on construit, on choisit un produit, on prend notre temps pour choisir le produit. Et ce produit-là, par contre, on ne le lâche pas et on va très très loin. Donc, moi, j'ai fait un process pour rechercher mon produit et je savais exactement quel type de produit il me fallait. Et du coup, très compliqué quand tu as une idée très précise de ton produit pour le trouver parce qu'il y en a plein, ils dégagent, tu vois. J'ai envoyé plein de produits que je pouvais vendre, mais ils rentraient pas dans toutes les cases. Du coup, je les dégagés. Et j'ai fait une liste des produits qui remplissaient à peu près toutes les cases. Et ensuite, sur cette liste, c'est marrant parce qu'on a fait un autre podcast et je l'ai dit la même chose. Et du coup, sur cette liste, j'ai regardé quel produit remplissait le plus de cases. C'était lequel produit qui ressortait partie. Déjà, la liste de produits, il ressortait plus que tous les produits du marché. Mais en plus de ça, parmi toute cette liste, c'est lequel le produit vraiment. Mais genre, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et je l'ai trouvé, je l'ai vu, c'était évident, c'était devant moi. J'ai de par Google Analytics, Google Trend, mes tableaux, tout, ils remplissaient toutes les cases. Du coup, je dis à Kenny, c'est bon, j'ai le produit. En plus, je le sentais, il me faisait kiffer. Du coup, je lance et au début avec Kenny, bien sûr, ça a pris du temps pour trouver le produit. Je crois que j'ai mis 2 semaines pour trouver le produit et on n'a rien lancé en 2 semaines. Ensuite, on le lance.
Bien sûr, quand tu lances une boutique, moi j'ai fait ça le plus clean possible, mais t'as pas. Bien sûr, j'ai fait la recherche, Avatar, j'ai fait toutes les recherches du marché, je connaissais tout. Mais je veux dire, au niveau de la boutique, c'est pas le plus poussé parce que ça se fait au fil du temps. Ouais. Et donc, on lance comme ça et on a quand même bien bossé, donc ça vend dès le début. Mais on est BE, on vend, on est BE, on vend. Et du coup, à chaque fois, on fait des améliorations. Ok, on fait des tests, on fait des améliorations, des tests, des améliorations, et ça dure combien de temps? On a changé 6 ou 7 fois le prix aussi, le pricing. Ok. Ouais, on fait des améliorations, des testings pendant un mois. Ouais, pendant un mois. Ouais, le prix, vous l'avez baissé, monté? Et écoute, et du coup, je lis le livre de Alex Hormozy, 100 milliards dollars offerts. Million de dollars offerts, excusez-moi. Et bref, il parle d'être le plus cher du marché, de doubler son prix, etc. Faut être le plus cher, mais il faut apporter créer une offre tellement irrésistible que le client il peut pas refuser, quoi. Ouais. Du coup, on revoit toute l'offre. Robin, en fait, tu m'envoies un message. Ouais. Robin, il revoit toute l'offre, il fait un bold le malade, un truc et même, impossible qu'il refuse, tu vois. De base, votre prix, genre votre produit, par exemple, vous vendez 30 balles. On l'a doublé. Mais de base, on l'a doublé. De base, regarde, c'est simple. On était déjà les plus chers du marché parce que on voulait se positionner comme la marque, tu vois. Du coup, on était les plus chers du marché. Et Kenny m'envoie ce message, il m'envoie la photo du livre de ce qu'il dit, le Hormozy. Il me dit double le prix immédiatement, c'est bon là, faut. Robin il a bégayé. Et moi je dis attends, on est déjà les plus chers du marché, là je double, il va avoir un écart de malade. Ouais. Et du coup je dis vas-y let's go. On teste et le résultat c'est que le lendemain on a fait double de CA. Tu vois, vente, en fait. Ça a pété les ventes. Et du coup marge nette 34%, explosion et bien sûr il n'y a pas que le prix. Mais vous avez amélioré. J'ai amélioré le fold, l'offre. Le fold. En fait, tu vois tout ce qui est dans le fold. Le fold, pour ceux qui ne savent pas là, qui regardent, c'est ce que vous voyez dès que vous atterrissez sur la page du produit. En fait, vous n'avez même pas besoin de scroller et vous le voyez directement. Ça, c'est le fold. Ça, en fait, comme je sais que c'est 100% des gens qui arrivent qui le voient. Parce qu'il y a 80% qui ne voient pas le reste, qui ne descendent pas. Et j'ai travaillé à mort ici, en même temps que d'avoir augmenté le prix. Et donc là, oui, ça a très bien fonctionné. Et à partir de là, j'ai continué à améliorer la boutique, tout de A à Z. Kenny, il a continué à lancer 1 million de créas. D'ailleurs, on a eu un déclic, on était en boîte de nuit. Ça marchait bien. On voyait que ça marchait, mais en disant que ça progressait comme ça. Et on était en boîte de nuit, je disais à Kenny, mais vas-y... frérot, faut qu'on aille beaucoup plus vite en créa. Regarde des monstres comme Blim, comme MySmell, ils ont des millions de créas. Et on peut pas être tout petit comme ça avec des dizaines de créas, c'est pas possible. Je lui ai dit, c'est bon, faut rafaler là. Faut faire comme les monstres. Du coup, le lendemain, on a lancé 40 créas et après on a lancé 40 créas par semaine. Et là, mon ami. Et là, 40 créas par semaine. On a vu la diff, on a bouffé tout le marché. Il y avait un mec qui l'a annulé. Il est resté sur ses marchés. Putain, incroyable. Ouais. Du coup, là, c'est stable toutes les semaines, 40 créas, c'est auto. Ouais. Après, ça varie parce que du coup, maintenant, comme c'était dur de maintenir le truc à créa vidéo, 40 créas vidéo, on a mixé avec créa image, micro-influx, tous ceux qui nous envoient en automatique les micro-influx, les UGC, etc. On fait un mix de tout. Ok. Parce qu'il faut tenir la cadence. Ouais. Super résultat et de là où vous êtes parti, franchement. Incroyable. Ouais. Incroyable. Et du coup, vous, c'est comment, les gars? Ouais. C'est comment? Nous, cash on delivery, les gars. Ok. Europe de l'Est, toute l'Europe, des sites dans tous les pays. On a une marque pareil déployée dans tous les pays. Encore quelques pays à monter, mais ça tourne bien aussi. Ça tourne bien. Je sais pas ce que tu peux. Ouais, clairement, on a notre marque au tout début. Parce que nous, avec Clément, on était un peu en mode mass testing depuis notre début en e-com, tu vois, en dropshipping classique. J'ai connu tes débuts difficiles de Tom, et là, ça me fait plaisir. J'ai vu tes résultats incroyables. Et après, on a trouvé ce produit. Enfin, Clément l'a trouvé pour le coup. Ouais. Et on a travaillé dessus. Et les ROAS, ils n'ont pas vraiment baissé. C'est faux. Et c'est ça. Je pense pas qu'on pensait qu'on allait le tenir aussi longtemps, mais là maintenant. Ça fait combien de temps que vous tournez avec? Plus d'un an. Putain, c'est incroyable. En fait, je crois Tom, avant tu faisais pas des boutiques long terme comme ça. Jamais de ma vie.
C'était un mois. On t'a toujours dit, hein, c'est la clé, tu vois. Ouais. Après, il y a plusieurs écoles. Il y en a, ils font des trucs rapides mais courts, et d'autres, ils font du long terme. Nous, on a toujours fait long terme, et du coup, quand on voit que tu as réussi à faire ce switch, c'est fou. Ouais. Et puis, aujourd'hui, c'est vrai que même en cash on delivery, parce qu'on a vu quand même pas mal de problèmes avec les processeurs de paiement, le fait de pouvoir livrer ses clients en 1 à 3 jours, vous, je sais pas du tout. Je sais pas si c'est comme ça avec les US. 5 à 7 jours, mais on fait encore. Ouais. On n'a pas 3 pieds. En vrai, c'est game changer. Enfin, et même c'est ce qui a fait qu'on a pu durer au départ, je pense, vu que les clients sont direct satisfaits. La satisfaction est énorme. Ça dure. Ouais. Et puis là, depuis quelques temps, on a mis du temps, mais on commence vraiment à scale, justement, comme vous, niveau créa. Oui, bien sûr. Après le cash on delivery, il y a beaucoup plus de satisfaction client, etc. Mais c'est plus dur à scale au début, c'est normal. Parce que il faut du stock, bien sûr. faire l'import, etc. Mais d'un côté, ça filtre la barrière à entrée, tu vois. La barrière à entrée. C'est un peu un autre business en soi. Bon, Complètement. Le process du site, tes ads, c'est la même chose. Mais la gestion derrière du stock, c'est ça. C'est autre chose. C'est bien, ça vous apprend en plus des nouvelles compétences. Et en fait, le problème, quand tu fais du COD, tu peux pas te permettre, quand tu reçois un stock, de scale vraiment hard dès le début, par prendre le risque de trop dépenser en pub, parce que tu as déjà commandé ton stock. Et du coup, tu peux très vite influencer ta marge au niveau de ça. Donc, faut vraiment y aller mollo, je pense, au début quand tu commences, tu vois. Ouais, surtout que plus tu scales, plus tu fais broad, plus il y a des gens, ça se trouve, ils vont pas payer à la livraison, etc. Ils n'étaient pas vraiment intéressés par le produit. C'est peut-être ça aussi. Après, il y a un taux de retour aussi en cash on delivery. Ça, c'est vraiment propre à chaque produit. C'est sûr que si tu vas vendre sur TikTok, le taux de retour, il peut être... Encore une fois, ça dépend vraiment, ça veut rien dire. Il peut être plus élevé, tu vois. Ça dépend de l'audience du produit. Mais, à prendre en compte. Mais même nous, sans forcément rappeler nos clients, même des autres élèves qu'on accompagne et tout notre programme qui vendent des produits à étiquette à genre plus de 50-60 euros, ils s'en sortent avec des taux de retour à 10%. Ils ont des coûts par achat à 1 ou 2 euros, quoi. Donc, ce qui est hallucinant, quoi. Ce qui est hallucinant. Après, ça dépend le prix du produit, mais dans tous les cas, 2 balles par achat. Non, c'est ouf. On a réussi à dénicher plein de marchés que je ne citerai pas. Des marchés de marchés. Je vous montrerai après, mais c'est un délire. C'est la région d'un pays, un truc comme ça. Il y en a qui font ça aux US, des États ici, des États. Ah ouais, uniquement les États. T'as Puerto Rico aussi, au State, je sais pas. Nous, on n'est pas informés là-dessus, mais on sait qu'il y a des mecs, par exemple, vu que les States, c'est énorme, et ils connaissent leur avatar client par cœur, ils vont cibler certains États plus que d'autres, tu vois, pour faire baisser leur coût par achat, leur CPM, etc., tu vois. Ok. C'est comme par exemple en France, il y en a qui vont cibler que la Réunion ou la Guadeloupe ou comme ça. Après, encore une fois, nous, c'est pas notre but parce qu'on veut scale très fort et quand tu fais ça, tu peux pas atteindre des sommes de fou. Mais par exemple, pour un débutant, c'est excellent, tu vois. Ça va lui permettre d'avoir ses premiers résultats rapidement et de rester motivé. Parce qu'en fait, le plus dur pour un débutant, c'est de pas avoir de résultats ou même pas avoir sa première vente. Et là, tu vois, il peut abandonner rapidement. C'est clair. C'est clair. La première vente, ça fait les émotions. Les gars, j'ai un... Enfin, maintenant, venons, on parle un peu Thaïlande. Vu que ça fait tous 4-5 ans qu'on est en Thaïlande. Ouais, de ouf. Chiang Mai vs Bangkok vs Pattaya vs Phuket. Alors déjà, Chiang Mai, Bangkok... déjà, je vais exclure Pattaya et Phuket. C'est la jungle. Parce que... je parle pour y vivre. Pour y vivre. Ouais. Pattaya, Phuket, jamais de la vie. Pour moi, jamais de la vie, j'irai vivre à Pattaya et Phuket. Parce que maintenant, je sors plus vraiment en soirée. On fait une soirée de temps en temps quand c'est un anniversaire, etc. Et Pattaya, Phuket, en tout cas, je parle dans les secteurs animés et tout. C'est vraiment, t'es là-bas, t'es en vacances, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est des lieux très touristiques. Chiang Mai et Bangkok aussi, mais je pense que c'est beaucoup plus adapté, en tout cas Bangkok, beaucoup plus adapté pour y vivre que Pattaya et Phuket. Chiang Mai, c'est aussi adapté pour y vivre. Après, il y a pas mal de gens qui vivent à Pattaya et Phuket, mais moi, je ne me vois pas. Je pense que c'est vraiment, vraiment fait pour les touristes, tu vois. Donc après, c'est magnifique. C'est super pour les touristes. En fait, il y a un million de trucs. C'est magnifique. Par contre, je n'y vivrai pas. Par contre, entre Chiang Mai et Bangkok, on est sur 2 mondes différents. On a vécu dans les 2 lieux et
Franchement, Chiang Mai, ça me manque des fois, c'est quand même incroyable. Ah, Chiang Mai, c'est la maison, tu vois. Ouais. Et quand tu rentres au village. Mais en fait, oui, c'est ça, comme tu dis, Tom, dès que tu restes trop longtemps, en fait, t'es dans ta bulle et en fait, il manque ce dynamisme, tu vois, que t'as à Bangkok, cette énergie, tu vois. À Bangkok, c'est la ville de tous les possibles, tu vois. Ouais. Tu peux te retrouver dans un appart au 36e étage, le lendemain dans une pool party, le surlendemain avec je sais pas qui, tu vois. Mais c'est une ville de fou, tu vois. Tu fais des rencontres de malades dans Bangkok, cette ville. Waouh. Il y a tellement de gens partout dans le monde, des gens que tu peux rencontrer qui sont super intéressants en fait. Ouais, ce que j'adore à Bangkok, c'est par exemple, tu peux vraiment super bien manger. Ouais, franchement, à Bangkok, tous les restaurants mais possibles. Comme si on était en France. Hein. C'est vraiment la qualité. On se fait une raclette sans problème. Mais sans problème, un fondu, tu vois. Alors, et c'est pas excessif les prix. Mais oui, de ouf. Genre, alors qu'à Chiang Mai, plus compliqué, tu vois. Ouais. Par contre, la bouffe thaïlandaise à Chiang Mai est excellente. C'est moi, pour moi, j'ai toujours dit ça. Pas thaï de Chiang Mai, mec, classique. Et vous mangez encore beaucoup thaï à Bangkok là, rarement quand même. Franchement, rarement. On essaie de manger, tu vois, healthy et tout. Du coup, thaï, non, c'est bon thaï, mais bon après on l'a mangé. Comme je te rappelle à Chiang Mai Ouais. pendant tous les jours, tous les midis, les plats 45 bahts, mec. Mais moi je pense que Chiang Mai c'est bien pour un mec qui a pas trop d'argent, qui fait genre 1000 € par mois, mec, pour un qui en débutant. a le seum de la France. Genre viens à Chiang Mai, tu vas trouver un logement à 200-300 € par comme mois. On a fait. Ouais. Et tu puis vas louer un scoot, ça va te coûter 50 € par mois. Les repas c'est 1 ou 2 €. Tu manges thaï, du riz, du poulet, tu veux prendre de la masse. Et c'est parti quoi. Puis en même vrai, si tu veux être dépaysé, c'est parfait. Ouais, la vibe elle est folle. C'est ça. Et la même vibe, elle est folle. en scoot en 15 minutes t'es partout dans la ville. Et c'est ça. Et aussi, comme tu dis, en scoot, tu prends ton scoot, tu peux aller dans des montagnes, des chutes d'eau. Enfin, il y a tellement de trucs à faire à Chiang Mai. Au niveau nature, c'est incroyable. Les gens ils sont hyper friendly à Chiang Mai. Tu vois, Bangkok, ça va être un peu plus chacun va regarder sa route, tu vois. Parce que c'est grande ville. Oui, c'est une grande ville, tout le monde vient là, donc les gens ils s'en foutent, c'est comme à Paris. À Chiang Mai, tu sais, tu vas recroiser la meuf du café qui te sert ton café tous les jours, elle va se rappeler de toi, elle va connaître ton nom. Tu sais, c'est un peu le village alors que c'est hyper grand en vrai, tu vois. Franchement, en tout cas, pour un débutant qui gagne pas encore beaucoup d'argent et tout, Chiang Mai numéro 1. Et de toute façon, ça fait partie des top villes pour les digital nomades et tout. Hein. Franchement, petit budget là-bas en plus. Donc, ouais, mec, tu peux vivre franchement 1000-1500 balles. T'es le roi. Alors qu'à Bangkok, c'est chaud. Ouais, Bangkok, ça chie vite. C'est chaud. Il vous faut combien à Bangkok pour vivre? Je pense 3, 4, 5 000. Ouais, minimum. Je pense à partir de 2500 €, tu peux vivre à Bangkok tranquillement. Mais à deux, donc c'est ça. Hein. Tu peux vivre bien à Bangkok. Ouais, complètement. Clairement. Et vous en pensez quoi du coup? Bah moi du coup Phuket pareil, je l'exclus, c'est là-bas c'est le tiers-monde. Mais et Pattaya aussi, bah c'est vrai que t'as ce côté Pattaya City où c'est vraiment la guerre. Y a la prostitution partout et tout, en vrai on va pas se cacher hein. Mais par contre t'as un autre côté, Jomtien, je sais pas si vous connaissez, l'autre côté de Pattaya où ça fait un peu le Miami, t'as plein de buildings en mode tour. Et là-bas ce qui est vraiment stylé, c'est que t'as 400 immeubles littéralement, enfin je sais pas il y en a combien, tous en bord de mer. Et il y a tellement d'immeubles et tellement d'apparts qui sont vides que le prix de l'immo il coûte rien. Et tu peux avoir un appart en bord de mer avec, qui va te coûter rien du tout, tu vois, avec une vue sur la mer et potentiellement une piscine sur le toit ou quoi que ce soit, tu vois. Et ça, je trouve ça stylé, tu vois. Peut-être habiter là-bas plus tard, Ouais, mais un peu comme Chiang Mai, genre en mode 1 mois ou 2, parce qu'au bout d'un moment, faut que je revienne à Bangkok, quoi. Plus pour juste histoire d'habiter au bord de la mer, de voir le sunset tous les soirs et tout. Je pense que ça peut être stylé du côté de Jomtien. Bah c'est fou que t'en parles, j'ai booké un truc, je vais y aller là dans 2 semaines. Ouais, je te jure. Hier en plus, c'est fou. Et t'as aussi un côté un peu riche entre guillemets à Pattaya qu'on voit pas forcément parce que nous quand on y allait c'était un peu pour sortir, s'amuser et tout. Complètement. Et t'as un énorme port avec des yachts et tout. Et t'as quand même pas mal de gens blindés qui habitent là-bas et qui sont des malades. Les Chinois, tout ça, ils viennent beaucoup là-bas. C'est ça. Mais si t'esquives un peu le centre de Pattaya, en vrai je pense ça va, tu peux quand même avoir une bonne vie et t'as plein de restos super chill. Complètement. En fait, c'est beaucoup d'a priori parce qu'en fait on allait au mauvais endroit. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Je pense qu'il y a une belle. Il y en a qui kiffent justement Pattaya. Je connais un mec là qui nous coachait en Muay Thai, il a fait le move. Lui, il préfère, tu vois, ce côté mer. C'est un autre délire. C'est plus relax que Bangkok, sûrement. Ah, complètement, mec. Bangkok, faut pas être stressé, tu vois. Parce que t'es dans le business en ligne.
La ville, elle va à 2000 km/h. Ouais. Les bruits, les trucs. C'est, mais c'est une ville. Tous les 2-3 mois, il faut que je sorte. Pareil. Il faut que je sorte. Mais c'est une ville incroyable. Ouais. Franchement, c'est la meilleure ville. Même après plusieurs années, je m'en lasse pas et je me dis waouh, c'est quand même une ville de fou. Ouais. Genre moi, ce que je kiffe, c'est que des fois, c'est les bouchons, parce qu'avec Clément, on habite dans le même building. Notre route, c'est la guerre. Genre vraiment, c'est la guerre aux heures de pointe. Je commande une moto, une bike. En 1 minute, elle est devant chez moi. Et je suis déjà sur la route et sans casque, tac, derrière le mec. Et d'où c'est possible. Et ça coûte genre 1 euro, tu vois. D'un point A à un point B. C'est fou, mec. Les services en Thaïlande. Les services en Thaïlande. Unique quand même, je pense. Bangkok, c'est unique. Tout le monde le dit. Tous ceux qui ont fait un tour du monde, ils ont été partout. Bangkok, il n'y a pas ailleurs. Unique. Il y a tout. Il y a tout. C'est simple, il y a tout. Et tout. On est secure, c'est safe. Bon, à part peut-être la route quand tu es sur le scoot, mais sinon tu vas pas te faire agresser dans la rue, pas te faire voler. Ça, c'est vraiment incroyable. Même des meufs qui sont bourrées le soir et tout, quoi. En soi, il va rien leur arriver, quoi. Enfin, c'est vrai. Hein. Mais ça on se rend pas compte. Mais c'est un avantage de malade. Nous, par exemple, on est rentré en France l'année dernière. Mec, on arrive tranquille, on était trop content de retrouver la France. J'arrive dans le train, Robin et moi, on se fait voler 6 000 € d'affaires dans nos valises parce que je suis parti prendre mon chargeur, mais 2 minutes. En 2 minutes, ils ont ouvert les valises, ils ont tout volé, ils ont volé 6 000 balles d'affaires. C'est genre le truc qui serait jamais arrivé en Thaïlande. Déjà, même en Thaïlande, je laisse mon téléphone sur une table à Starbucks. Je vais faire un tour dehors, je sais pas, je vais parler à un pote à moi, je reviens 1 heure après, il est encore là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, on s'en rend même plus compte. Mais oui, c'est normal. Du coup, quand on est rentré l'année dernière, on s'est dit la chance qu'on a d'être en Thaïlande. Parce que là, le pire, c'est que c'était des valises fermées, tu vois. Faut vraiment avoir. Faut oser, tu vois. Et aussi, la dinguerie, c'est qu'il y avait du monde autour de ces valises. Et donc, les mecs le font devant tout le monde comme ça. Mais genre, en fait, en France, il n'y a aucune. Je sais pas, il n'y a aucune règle. Mais là, ça m'a fait un truc un peu comme ça. J'étais en FaceTime avec un pote de France l'autre fois. Je descendais chercher ma food que j'avais commandée sur Grab. Vous savez, il pose la food au lobby, à l'accueil, et il y a la bouffe de tout le monde qui est là. Et il me dit, mais c'est quoi, c'est devant ta porte et tout? Je fais, bah non, c'est à l'accueil. Et il me dit, mais c'est à qui tout ça? Bah, c'est à tous ceux qui commandent. Il me fait, mais c'est pas possible en France, ça. Tout le monde prend les trucs de n'importe qui. Tu te fais voler ta bouffe et tout. Impossible. Alors que c'est tellement normal pour nous. Tous les jours, partout. Mais d'ailleurs, quand on était à Paris, on avait commandé un Uber, je crois. On s'était fait voler. Ma meuf, elle s'était fait voler sa bouffe, non? Ils l'ont renvoyé. Est-ce qu'il l'a volé? Je sais pas. En tout cas, ma meuf ne s'est pas fait livrer le truc alors que le Uber l'a appelé et tout. On a dû faire régulier. On a dû faire une réclamation et tout, tu vois. C'est un truc de ouf. C'est un truc de fou, tu vois. Genre, nous, on se fait livrer tous les jours. C'est tellement normal, il n'y a pas de problème. Ils posent la bouffe en bas. Mais je pense que la France, au début, ça a été vraiment. Il y a eu un gros boost d'insécurité, tu vois. Parce que moi, je m'en rappelle, il y a 5 ans, c'était pas comme ça, tu vois. Quand on y allait. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Genre, il y a de moins en moins moins d'incivilité, les gens ils sont les couilles. Mais genre, en fait, c'est parce que. En fait, petit à petit, ça augmente. C'est en fait effet cumulé, en fait, j'ai l'impression. Hein. Ça s'arrête pas. Genre, le mec qui se fait voler sa bouffe, il est en mode, nique sa mère, je vais faire la même chose. En fait, les gens Non, mais en fait, les gens se sont adaptés à ce style de vie. Pour eux, c'est normal. Et c'est ça le problème. En fait. Et toi, t'arrives de la Thaïlande, tout va bien, ça t'arrive jamais. En plus, vous n'étiez pas rentré en 4 ans, non? Ouais. Fois que vous rentrez, non, c'était la 2e fois. Mais Mais genre, tu rentres et tu sais, t'as les automatismes de la Thaïlande, ça veut dire que pour toi, c'est bon, tu fais confiance. Enfin, tu te prends pas la tête sur ça, ce genre de truc. Et en fait, dès les premières minutes, tu te prends une gifle. T'as pas les bons réflexes. Mec, mais tu sais que je m'en suis pas remis. Et après, on va voir les contrôleurs du train et tout. On leur dit, on s'est fait voler des iPhones, des caméras professionnelles. Mais genre, je pensais que ça allait les choquer. Ah ouais. Je dis, mais il n'y a pas de caméra. Non, il n'y a pas de caméra. Si, il y a des caméras. La meuf a dit, il y a des caméras, oui. Mais... en dehors du train. Non, je crois qu'il faut une autorisation pour que... je sais plus... en gros, elle marche pas, quoi. Elle fonctionne pas, je veux dire. Et trop marrant, on leur dit, mais il n'y a pas de police, il n'y a rien. Pourtant, on a vu, il y a quand même un commissariat, il y a un truc dans la gare. Et si, justement, le mec, il dit, de la police, il dit, si, en fait, il est censé toujours avoir de la police dans les trains, etc. Et nous, on n'a rien vu, il n'y a rien. Et le lendemain, on va voir la police. Et on va voir la première police, donc gare d'arrivée. Ils nous disent de retourner voir la police, gare de départ. Donc on reprend le train 1 heure pour aller à la gare de départ. On arrive au commissariat.
Ils avaient 10 dépôts de plainte en attente. Ah non, faut repasser demain. Non, mais mec, tu pètes une durée et tu te dis, mais là, je vais péter un câble. Tu vois. Là, t'as plus envie de retourner en France. Et du coup, j'ai dit, gardez les 6000 balles, gardez tout. De toute façon, je me casse. C'est dommage. Il y a beaucoup de problèmes. Franchement, tu sais, après, ça dépend des gens, mais moi, j'ai dit à Kenny quand même, si par exemple, la France. Il y aurait plus de sécurité moins d'impôts. Au niveau des impôts et tout, il serait beaucoup plus compétitif pour que les gens puissent entreprendre. Donc plus de sécurité, etc. Tout ça. Mais moi, ça me ferait trop kiffer d'aller en France, tu sais, en Côte d'Azur, Villartier, c'est incroyable. Parce qu'il y a tellement de trucs positifs en France. Genre, les paysages en Côte d'Azur, par exemple, moi, je pète un câble, c'est magnifique. La nourriture, il y a une vibe et tout. En Europe, tu as une vibe quand même. Mais en fait, l'insécurité... Enfin, trop, les règles et tout, tu pètes un câble. Le somme des gens aussi. Le somme des gens, l'insécurité, les règles et l'impôt qui est ingérable. Je sais même pas comment ils font les gens. Je sais pas comment tu fais un. Si, il y a des montages, tu vois, c'est des grosses entreprises. Ouais, moi, du coup, je suis entrepreneur et je dois passer ma vie à trouver des montages, nanana. Mais oui, mais en tant que petit entrepreneur, c'est pas possible. Tu vois, faut te payer des avocats fiscalistes, ça te coûte un bras et tout. Mais pour des grosses entreprises, ils s'en sortent. Tu vois. Et comme SFR, tout ça, tu vois, ils ont des trucs. Mais tu vois, genre même le mec qui a son restaurant, il doit avoir un comptable et dire mais attends, ça je vais passer sur une société. Mais ils ne gagnent rien, ces mecs-là. C'est chaud. Je trouve que c'est pas. C'est chaud. La France n'avait pas adapté aux ceux qui veulent entreprendre. Ceux qui veulent entreprendre. Ceux qui veulent entreprendre. C'est pas du tout adapté. Tous ceux qui entreprennent, du coup, regarde, ils se cassent, tu vois. Non, mais vraiment. C'est chaud, hein. Ils se cassent à Dubaï, ils se cassent je sais pas où, mais... Après, il n'y a pas que ça. Genre, pour moi, l'insécurité, c'est un gros point noir. L'insécurité en France, c'est le truc numéro 1 qui a fait qu'on n'a jamais voulu revenir. Franchement, mais vraiment. Franchement, juste un truc, nous, t'as vu, combien de fois on est sorti en boîte de nuit en Thaïlande des milliers de fois. On n'a jamais eu une histoire. Jamais eu d'histoire. Jamais une bagarre, jamais une embrouille, jamais rien en 5 ans. Mais c'est énorme. Et pourtant, il n'y a pas que des Thaïlandais, il y a aussi des étrangers dans les boîtes de nuit en Thaïlande. Mais il se passe rien. En France, t'as une chance sur deux. Une chance sur deux. Que ça t'arrive à toi, mais c'est sûr que dans la soirée, tu vois des trucs, des bagarres. T'es obligé de te préparer à te battre. T'arrives pas serein, en fait. Regarde, on avait vu, je sais plus, un de vous deux m'avait envoyé au Robin l'année dernière, Yomi, que tout le monde connaît parce qu'on est en e-commerce, il a une grosse bagarre à Nice et tout, mais ça arrive que là-bas, tu vois. Mais bien sûr. C'est des trucs de schlag. Alors qu'il y vit même pas en France, tu vois. Mais comme par hasard, il est en France et il se tape dans une bagarre. C'est des vieux semards qu'ils en sonnent. Ici, ça n'arrive pas. C'est fou, tu vois. C'est vrai qu'on voit jamais ça. C'est une éducation, je sais pas, un style de vie. Les gens, Mais je pense que l'État, il devrait faire peur aux gens en mode tu fais un pas de travers, prison, tu te fais défoncer. Mais comme la en France, Thaïlande. ils sont trop laxistes, gros. Oui, il y a 1 milliard de règles. Après, il y en a qu'une qui est respectée. T'as raison, mais il y a des gens, ils aiment ça, tu vois, le fait que ce soit. Mais moi, je valide pas du tout. Mais c'est vrai qu'il faudrait que ce soit. Ou genre, tu te fais voler un truc, tu vas 3 mois en prison. Il y a pas de nanana de. Moi, j'avais rencontré un professeur de français, un français à Chiang Mai. Et le mec, il a trouvé un tel dans la rue. Il s'est dit, vas-y, je vais le garder. Quelques jours après, les flics, ils viennent chez lui, dans son hôtel, prison. Mais non. Je te jure. Professeur de français. Et je crois qu'il était resté 1 mois enfermé à Chiang Mai. Putain. Alors qu'il a trouvé un tel dans la rue. C'est pour ça, tu vois, que c'est carré en Thaïlande. Enfin, ça va arriver en France, ils vont te dire oui, mais c'est parce que voilà. Ils n'auraient même pas essayé de rechercher le tel déjà. Non, regarde-nous. Il s'est rien passé du tout, tu vois. Les gens ils volent et. Pourtant, t'es dans un lieu public, il y a des caméras, il y a la police, il y a une police juste à côté. Les gens volent devant la police, en fait. Mais comme disait Robin, par contre, on va pas cracher sur un truc, c'est que Paris, quand on y est retourné, Champs-Élysées, on prenait des petits cafés en terrasse et tout, à Noël et tout, un peu de neige et tout. Il y a une vibe de malade. Côte d'Azur, il y a une vibe de malade. Quand t'as du fric, c'est ce qu'on disait, tu peux passer les meilleures vacances de ta vie. Ça, on peut pas le cacher, on va pas cracher dessus. Il y a des trucs de fou, c'est juste que
Voilà. Mais les gars, je pense qu'il faut voyager encore plus parce qu'il y a plein de pays qu'on n'a pas fait. On en parle souvent. Et surtout nous deux, mais Clément, il voyage pas mal. Ouais, Clément, il voyage pas mal en vrai. J'ai fait un petit tour d'Asie. Ouais. Mais d'ailleurs, pour les gens qui regardent, je pense que le voyage, c'est pas un mythe, c'est pas un truc, une citation Instagram, mais c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Ouais. C'est la vérité. Tu rencontres des gens, ça te donne des idées même pour ton business, pour ta vie, etc. Et ça te booste, un boost de motivation. C'est dingue. Et Clairement. Les cultures différentes que tu peux avoir et tout. Par exemple, nous, on s'était arrêté en Inde quand on avait un vol et tout. On s'est dit, ah ouais, c'est un pays aussi. Tu vois. C'est un délire. J'avais pas envie de rester dans le pays. Comment il a fait le Népal? Ah ouais, il a fait le Népal, toi. C'était un petit semblant d'Inde. On était à côté. Ça m'a donné un aperçu de l'Inde, je pense, tu vois. C'était sûrement plus calme que l'Inde, mais c'était déjà assez ghetto quand même. C'est pas l'aéroport le plus dangereux pour atterrir Si, là alors pas celui de la capitale Katmandou, mais de manière générale, je crois le Népal, c'est où il y a le plus d'accidents d'avion au monde. Ah ouais. Du montagne. Et t'as un autre aéroport pour monter vers la ville, de ceux qui veulent monter l'Everest, je crois. Et là, c'est l'aéroport le plus dangereux du monde. Ouais, je suis pas allé, mais celui-là, faut avoir une paire de couilles pour le prendre. Ouais, c'est vraiment chaud. Et ouais, même les rues et tout, là-bas, tu sens qu'il y a vraiment pas d'argent. Je crois que ça fait partie vraiment des pays les plus pauvres au monde. Népal, je crois que c'est dans le top 20 des pays les plus pauvres. Est-ce que vraiment pauvre, tu t'es senti en insécurité ou pas En vrai, un petit peu, pas tant que ça. Là où je me souviens d'une journée où c'était un événement hindouiste, je crois. Du coup, c'était dans les temples indiens et t'avais des milliers d'Indiens qui étaient là. Genre, là, je crois, il y a un temple où tous les Indiens du monde ils se recueillent, et c'est au Népal. Et là, ce jour-là, c'était assez spécial. Rien contre les Indiens, mais c'était... Ouais, ils venaient tous te demander de l'argent, même les sortes de moines, je sais pas comment on les appelle, de leur religion, ils venaient de marceler. Enfin, c'était assez... Ouais. Mais là où je me suis senti le plus en insécurité, c'était à Manille, aux Philippines. Ah ouais? Putain, tu m'en avais parlé, ouais. Ça là-bas, c'était vraiment chaud, Manille. Genre, tu peux expliquer un peu en détail c'est pareil, je me retrouve dans une ville un peu comme Bangkok, immense, un peu plein de bordel, mais à Bangkok, tu sais, t'as jamais ce sentiment-là de... Non, franchement, Bangkok. Je me jamais eu ça en Thaïlande. Là, je sais pas, j'arrive, je vois aucun étranger, déjà, pas de touristes ou quoi, dans un quartier un peu au milieu de la ville. Et tu vois... je sais pas comment expliquer, mais je me sentais un peu oppressé. Tu vois des gens dans tous les sens. Tu vois que c'est ultra pauvre, beaucoup plus qu'en Thaïlande, vraiment. Des gens vraiment dans la rue, par terre, de partout. Pareil, qui viennent te voir. Tu sens des regards de partout. Je sentais des regards vraiment de partout. Ça, c'est l'inverse de la Thaïlande. Et je sentais des regards de partout, tu vois. Et même après, tu croises des flics qui passent. Tu vois que c'est vraiment des voitures blindées. Ils sont armés, fusils à pompe de partout. Tu sens que c'est vraiment chaud. Il y a beaucoup de gangs là-bas. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'avais vu pas mal de vidéos et c'est en Asie, les Philippines, mais c'est vraiment comme en Amérique du Sud. C'est un pays plus qui ressemble à l'Amérique du Sud que le reste de l'Asie. Ah oui, mais ils sont chrétiens là-bas. Si tu d'ailleurs, déjà, ils sont chrétiens. T'as vu les noms prénoms qu'ils ont? Des noms espagnols. Ils parlent espagnol la plupart dans certains endroits, vu que c'était une colonie espagnole avant, c'est pour ça. Du coup, il y a beaucoup plus la culture européenne, Amérique du Sud. Et c'est vraiment... T'as pas l'impression d'être en Asie, quoi. Et ouais, c'est vraiment gang et très pauvre. Et la bouffe, elle est comment là-bas? Parce que je crois que j'avais vu que c'est une catastrophe, non? Ça allait. Après, à Manille, tu as des restaurants aussi comme en Thaïlande, des Français, des Italiens, tu vois. Mais en fait, c'est pas comme Bangkok, où Bangkok, tout est mixte. Tu as le petit tuk-tuk qui est en bas du Ritz, tu vois. Ouais. Genre, là-bas, tu as vraiment le quartier super sécurisé et le reste de la ville où c'est vraiment le bordel. Ça fait penser mais quand tu es dans le quartier sécurisé, là, c'est incroyable. Mais t'as pas, du coup, le folklore de la Thaïlande, tu vois. C'est fou, tu sais, ça fait penser au film Banlieue 13. Vous connaissez ou pas? Ouais. Avec la banlieue et les gens qui sont bien à l'extérieur. Putain, c'est dingue ça. Mais ouais, c'était quand même une bonne expérience. Et du coup, entre les deux, t'as préféré quoi? Népal et Philippines? Ouais. Les Philippines, je pense. Ah ouais? Parce qu'après, Manille, je suis pas resté longtemps, t'as pas grand chose à faire à Manille. Après, t'as plein d'îles à faire aux Philippines. Ça, c'est incroyable. Ouais. Ok. C'est incroyable. Mais la capitale en soi, Manille, c'est pas un endroit que je recommanderais. Les gars, nous allons être hors temps. Okay. Est-ce un mot pour la fin? Pourquoi pas. Bah, du coup, à tous ceux qui regardent, s'ils se sentent pas bien actuellement en France, etc. Parce qu'en fait, il y a un truc que je voulais... Non, mais c'est vrai. Il y a un truc que je voulais dire, c'est qu'en fait, t'es pas obligé d'être entrepreneur, tu vois.
Oui. Et ça me saoule, tu vois, tous les gens sur Internet ou même les infopreneurs et tout qui disent voilà, faut quitter le salariat, le truc. En fait, si vous êtes bien dans le salariat, bien dans votre taf et tout, bah, on s'en fout, tu vois, restez-y, tu vois. Ah ouais. Mais tous ceux qui se sentent mal, bah, les gars, voyagez et allez découvrir le monde, créez votre business. C'est de plus en plus facile. C'est de plus en plus facile de créer un business en 2024. Il y a tellement de formateurs, tellement d'opportunités. D'ailleurs, on en parlait il y a quelques jours avec Robin. Donc, lancez-vous, quoi. Ouais. Si vous n'êtes pas bien dans votre routine métro, boulot, dodo, bah, lancez-vous. Et si vous y êtes bien, bah, restez-y. Clairement. Simple. À 100%. Nickel. Et merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Au bout de 5 ans, notre premier podcast ensemble, ça fait kiffer. Ouais. Et puis, croyez en vous, les gars, parce que regardez à 5 ans en arrière où ils étaient, où on était tous en soi. Hein, et aujourd'hui, ils font des chiffres de malades. Ils ont accompli ce qu'ils voulaient accomplir. Et s'ils l'ont fait, c'est que vous pouvez le faire. Alors, foncez. Ciao. Ciao.